Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle lecture d'article. Cette fois, un article du blog La Sociale de notre ami Denis Collin. Article qui date un peu... Enfin, il date moins longtemps que le précédent article, mais de moins longtemps que le précédent article, mais il date de quelques mois déjà. Il date du dimanche 4 février 2024 par Denis Collin. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée l'orage. Jean Jaurès, 1895. Alors, oui, il a repris une situation de Jaurès. Donc, lecture. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès, 1895. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès, 1895. Au moment où l'OTAN effectue la plus grande défense en Europe depuis la fin de la guerre froide, on ne peut pas ne pas penser à cette phrase de Jaurès. J'ai eu l'occasion de dire mes réserves, pour le moins, concernant l'usage intempestif des termes Occident et Sud global. Je n'y reviens pas. Ce qui se passe depuis quelques décennies, c'est-à-dire depuis que la Chine, suivie de l'Inde, est devenue un des acteurs majeurs du capitalisme mondial, c'est une restructuration en profondeur des rapports de force au sein de ce système national mondial avec le déclin de l'hégémonie des États-Unis et le développement d'une concurrence féroce entre puissances qui veulent établir leur domination sur le marché mondial, ou du moins réclament un nouveau partage du monde. On se souvient que ce type de situation fut très exactement celui qui conduisit à la Première Guerre mondiale. La comparaison ne s'arrête pas là. L'historien Christopher Clark a publié en 2012 chez Allen Lane Les Somnambules. Été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre. Il est de plus en plus évident que selon des somnambules du même qui préparent la prochaine conflagration mondiale, laquelle pourrait d'ailleurs être vraiment la der des der. Les éventuelles suivantes se feront avec des pierres, comme le disait Einstein. En parenthèse, c'est marrant, on vient de faire aujourd'hui un article. On a une précédente vidéo, justement, on parle de Albert Einstein et de la question du risque d'une guerre mondiale, peut-être nucléaire, une guerre mondiale destructrice. Bref, je reprends. Nous avons des puissances impériales déclinantes, les États-Unis et la vieille Europe, qui a cessé d'être une puissance autonome, mais se survit comme prolongement des États-Unis. C'est encore beaucoup dire, les États-Unis sont prêts à dépacer l'Europe et à la réduire à l'état de champ de pommes de terre, le destin que Roosevelt promettait à l'Allemagne, s'ils jugent que c'est nécessaire pour la défense de leurs intérêts. Nous avons en face la puissance montante chinoise, première puissance économique mondiale, un statut gagné très largement parce qu'Européens et Américains du Nord ont jugé malin d'en faire l'usine du monde pour se débarrasser de cette chose ennuyeuse qui s'appelle la production. La Chine est bien devenue une puissance impérialiste, selon les critères de Lénine, puisque l'exportation des capitaux est devenue aussi importante que l'exportation des marchandises. Histoire de donner le change, par exemple, on construit bien en Europe des usines de batteries pour les voitures électriques, mais partout on trouve des capitaux chinois. L'un des leaders de l'électrique en Europe est MG, groupe britannique vénérable, mais devenu filiale d'un groupe chinois. Dans le domaine des hautes technologies, tant l'informatique que les biotechnologies, les Chinois sont en train de prendre une bonne avance. Les Chinois sont en train de prendre une bonne avance, et pour montrer ce dont ils sont capables, ils viennent d'interdire l'exportation des technologies d'extraction et de filtration des terres rares. Après la Chine et les États-Unis, la troisième puissance mondiale, si on prend le PIB et le PPA comme indicateur, est l'Inde, qui elle commence à prendre pied en Europe et ailleurs. Nous avons aussi des impérialismes régionaux, c'est-à-dire des nations qui commencent à jouer leur propre partition sans obéir aux ordres des super grands. On pense à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, à l'Afrique du Sud, etc. Mais surtout à la Turquie, très influente en Afrique, et impose de plus en plus ses prétentions appuyées par les pays proches, notamment linguistiquement comme l'Azerbaïdjan. Il faut mettre à part le cas de la Russie, un pays immense, faiblement peuplé, à peine plus que le Japon.
mais disposant de ressources naturelles gigantesques et qui a connu sous la férule de Poutine un redressement notable à tous les points de vue. À tout point de vue. Quand on compare l'état actuel de ce pays à celui que la décennie de décomposition de l'URSS avait laissé, la Russie est un double enjeu. D'une part, sa défaite et le chaos qui pourrait s'en suivre donneraient à la Maison-Blanche quelques espoirs pour contenir la Chine. D'autre part, les ressources, notamment agricoles et pas seulement gazières, font baver d'envie les capitalistes du monde entier. Tous les ingrédients sont réunis pour une période de guerre, plus ou moins généralisée, plus ou moins longue. La longueur dépend du moment où le feu nucléaire sera déclenché. Et dans cette période, il est fort probable que l'Europe s'abîme, étant donné que nos somnambules à nous sont aussi des candidats au suicide. Pouvons-nous échapper à cette issue qui semble de plus en plus probable ? À certains égards, c'est impossible. Les conséquences de ces crises et de ces guerres ne laisseront personne à l'abri. Le monde d'hier est en train de mourir, et celui de demain n'est certainement pas celui des lendemains qui chantent. Mais nous ne sommes pas totalement impuissants. Nous pouvons suivre l'exemple de Jaurès, qui n'a jamais perdu l'espoir d'enrayer la mécanique infernale et qu'il a fallu assassiner pour déclencher le feu qui a mis l'Europe à genoux. Pour nous, citoyens français, qui ne peuvent parler pour les autres, mais dont l'exemple pourrait faire tache d'huile, nous avons la possibilité d'agir politiquement, c'est-à-dire de changer la politique et les dirigeants de notre nation. 3 axes devraient nous guider. Premier, quitter l'OTAN et proclamer notre neutralité. Deuxième, renoncer à toute politique impériale et achever la liquidation de la France-Afrique pour renouer des relations amicales et des partenariats égalitaires avec les différents pays du continent africain traditionnellement liés à la France. Troisième, quitter l'Union européenne. Le troisième est à la fois condition et la condition et la conséquence nécessaire des deux premiers. La neutralité permettrait à la France de jouer un rôle pour œuvrer à l'issue pacifique des conflits les plus dangereux d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou du conflit israélo-palestinien. Ce qu'on propose ici n'est pas très révolutionnaire. Des pas dans cette direction, des petits pas tout de même, avaient été faits par De Gaulle, tant par la sortie du commandement intégré de l'OTAN que par des grands discours, comme le discours de Phnom Penh. Redisons-le, la guerre en Ukraine et la Russie n'est pas la nôtre. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas la nôtre, et nous devons seulement œuvrer à la cessation des hostilités et trouver les moyens d'une paix durable, ici comme au Moyen-Orient. Si nous devenons un pays neutre, et si nous renonçons solennellement à toute politique impériale, si nous renonçons de bon cœur au précaré africain qui n'a plus aucune existence sérieuse, si nous renonçons aux bases militaires et si nous renonçons à faire des leçons de morale malvenues aux autres gouvernements, alors nous pourrons renouer des partenariats utiles à tous en Afrique. Et ailleurs aussi, faisons le pari que les idéaux de la Révolution française, qui furent largement à l'origine des mouvements anticolonialistes, ne sont pas morts. Enfin, si nous sortons de l'UE, si nous ne sommes plus les membres indispensables de ce machin dirigé par des fous comme Madame von der Leyen, alors nous devrons à nouveau apprendre à compter sur nos propres forces, à redevenir un pays redevenir un pays qui produit ses conditions matérielles d'existence et qui ne saura compter que sur l'enthousiasme, le labeur et l'intelligence de ce peuple, qui saura se montrer digne des meilleurs moments de son histoire et de tout ce qu'il a apporté à la culture de l'humanité. Il est vain de réclamer des refondations de l'Europe ou de l'ordre international. Nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Il est évident que tout ce qui est proposé ici est totalement contradictoire avec la perpétuation de la domination du mode de production capitaliste, c'est-à-dire avec la liberté du renard libre dans le poulailler. Faire prévaloir les intérêts de tous, redonner sa priorité au bien commun, telles sont les conditions pour être libre. Évidemment, comme le disait Périclès aux Athéniens, selon une phrase rapportée par Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre. Voilà. Ça, c'est bien envoyé, notre cher de Nicolas. Effectivement, sortir de l'UE, sortir de l'OTAN, retrouver notre souveraineté nationale, souveraineté nationale et souveraineté populaire avec le socialisme, un socialisme qui doit être démocratique, on est bien d'accord, d'où la référence à Jaurès, et effectivement être anti-impérialiste, renoncer au précaré africain, liquider la France-Afrique, ça va dans les deux sens, ça va notre souveraineté nationale pour nous, et pour les pays africains qui sont englués dans la France-Afrique. C'est bien envoyé de Nicolas. C'est un excellent article. Je vous mettrai le lien en description sur ce camarade
Prenez soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons.